Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Ligne à droite, le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Maud, bonjour à tous chers auditeurs. Depuis mardi et jusqu'à aujourd'hui, vous avez sûrement suivi, donc se tient le 106e congrès des maires de France et des présidents d'intercommunalités. Un congrès placé sous le signe du mécontentement, puisqu'une étude Cevipof, pour l'AMF, l'Association des maires de France, donne à seulement 27% les maires interrogés estimant bénéficier de la reconnaissance de l'État et de ses services, alors qu'ils étaient près de 40% en 2020. Mardi, ils étaient donc des dizaines d'élus à arborer une écharpe noire au lieu de la traditionnelle tricolore en marque de protestation à l'actuel budget 2025. Leur objectif est donc de protester contre les 5 milliards d'euros d'économies prévus par le gouvernement pour les collectivités territoriales. Au-delà du congrès, quelles sont donc les perspectives pour cette échéance de 2026 ? Eh bien, on en parle avec nos deux invités politiques. Bonjour Julien Sanchez. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Julien Sanchez, vous êtes l'ancien maire de Beaucaire, vous êtes désormais député européen et vous êtes responsable pour le Rassemblement national, donc de la préparation de ces municipales 2026. Et bonjour Gilles Bourdoulex. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Cholet. Vous étiez, on s'en souvient, candidat LR-RN durant les législatives anticipées 2024. On en dira évidemment un mot. On vous avait reçu à cette occasion en juin dernier à notre antenne. Julien Sanchez, quel est l'intérêt pour vous de ces congrès annuels des maires de France ? Est-ce qu'effectivement vous partagez un peu ce sentiment que d'une certaine manière, c'est vrai, les élus locaux sont trop souvent oubliés, isolés par les politiques publiques ? Oui, parce que clairement, on se sert des élus locaux, je parle de l'État, quand il a besoin de nous. Quand il y a eu le Covid et qu'il a fallu ouvrir des centres de vaccination, je rappelle que la prérogative de la santé, c'est l'État, c'est pas les maires. Et pourtant, l'État a été incapable de faire quoi que ce soit et a compté uniquement sur les municipalités. Et à chaque fois qu'on a besoin de faire, entre guillemets, le sale boulot ou de retrousser les manches, on s'adresse aux élus locaux. Par contre, quand les élus locaux ont des problématiques, l'État n'est pas là. Il prend des décisions contre les élus locaux et sans les associer très souvent. Et puis aussi, il faut le dire, sur les dotations, l'État n'est pas au rendez-vous. Le Rassemblement national à l'Assemblée nationale avait proposé d'indexer donc les dotations de l'État sur l'inflation. Force est de constater que ça a été refusé à chaque fois. Et c'est assez grave parce que l'État, par exemple, prend la décision d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires quasiment chaque année. Alors tant mieux pour les fonctionnaires, effectivement, eux aussi méritent aussi que leur travail soit reconnu. Mais l'État ne finance pas ça. Il nous impose cette nouvelle dépense sans la financer. Et donc, il décide sur le budget des collectivités en pleine année, sans nous prévenir au mois de novembre pour l'année suivante, mais en le faisant en pleine année, eh bien d'augmenter donc les budgets personnels des communes sans que le maire l'ait décidé. Et sans le financer. Et ça, c'est assez incroyable. Il y a aussi eu le gaz et l'électricité, les décisions nationales qui ont donné pour les collectivités des enjeux dramatiques en termes de finances publiques, avec des maires parfois qui ont été obligés, parce que tout ça est arrivé au dernier moment, d'augmenter les taxes. Tout ça, c'est le fruit de décisions de l'État qui sont irresponsables, qui sont improvisées, et parce que l'État ne sait pas gérer, et derrière, il se retourne contre les collectivités. Là, on parle de faire des économies encore sur le dos des collectivités, mais les collectivités, elles sont responsables, elles ont des budgets en équilibre. Elles n'empruntent pas pour financer le fonctionnement, puisque ça leur est interdit. Elles empruntent pour financer des investissements et donc pour aider l'économie locale, le tissu économique local. Et donc, si on s'en prend aux collectivités, moi, ce que je crains, c'est que l'investissement local, il baisse et donc les entreprises aient moins de travail. Et derrière, ça va être un cercle négatif pour l'économie. Et donc, on dit au gouvernement, reprenez-vous, faites plutôt des économies sur toutes les mauvaises dépenses de l'État. Je peux vous en faire une liste très sérieuse. D'ailleurs, le Rassemblement national a proposé un contre-budget en listant des pistes d'économie très très nombreuses, mais l'État préfère taper sur les collectivités et puis après il nous tapera sur l'épaule quand il aura besoin de nous pour une énième crise. Alors une fois qu'on a fait ce constat, Julien Sanchez, est-ce qu'on peut penser à aller vers un État décentralisé ? Est-ce que ce serait une des solutions ?
Non, la solution, je pense que c'est de donner aux collectivités les moyens d'agir, de soutenir l'investissement local. Il y avait des fonds pour l'investissement local, la DSIL notamment, la DETR, des fonds qui sont asséchés donc par le gouvernement qui fait des économies là-dessus, mais le gouvernement oublie que les premiers investisseurs, ce sont les maires. C'est eux qui font des projets qui sont appropriés pour les citoyens, parce que les maires, ils sont à portée d'engueulade, ils se font engueuler parfois quand quelque chose est mal fait, quand ils vont pas assez vite. Voilà, c'est les seuls élus qui sont présents au quotidien pour les gens et qui sont une référence encore pour les gens. Les gens ont un respect pour la fonction de maire qui est quand même important. Donc, je crois que l'État doit prendre conscience du rôle des collectivités. Sinon, un jour, il y aura plus de volontaires pour être maire dans les petites communes, parce que il faut le dire, c'est pas l'indemnité de fonction qui fait le bonheur des maires des petites communes. Ils le font parce que, pour la cause, en quelque sorte, pour leur village, pour leur commune, parce qu'ils aiment leur village, parce que ils ont envie de le faire avancer. Et donc, voilà, arrêtons de les maltraiter, arrêtons aussi de faire des normes supplémentaires qui s'additionnent chaque année. Moi, j'ai été marqué j'ai été maire 10 ans, par ces additions de normes chaque année. On nous pond des rapports à faire, des rapports annuels sur l'égalité homme-femme, des rapports enfin, honnêtement, qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Donc, tout ça pour dire qu'il y a plus de femmes qui font le métier d'ATSEM et plus d'hommes qui font des métiers techniques. Oui, bon, ça on le sait. Est-ce qu'on a besoin de faire un rapport pour ça ? Et donc, est-ce que du coup, les femmes vont devenir plus mécaniciens et les hommes vont plus devenir ATSEM parce qu'on a fait un rapport qu'on aura payé à un cabinet Enfin, on est chez les fous, quoi. Donc, arrêtons cette inflation normative. Laissons les élus gérer et faisons-leur confiance. On comprend l'agacement tout à fait légitime de ces élus locaux. Gilles Bourdoulex, vous êtes maire depuis bientôt 30 ans. Quelles sont pour vous les plus grandes difficultés justement au quotidien auxquelles doivent faire face les maires ? Je rejoins très largement l'analyse qui vient d'être faite, surtout qu'aujourd'hui on est dans une situation très, très difficile budgétairement. L'État a été mis en faillite depuis quelques années au fil du temps, dans des conditions d'ailleurs assez obscures, si on suit le rapport de la commission du Sénat qui vient de sortir et qui remet en cause la gestion de ces dernières années. Ce qui m'inquiète, c'est que ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui aujourd'hui viennent nous expliquer comment sortir de la faillite. Et ils ont un point qui aggrave leur cas, c'est qu'ils n'ont plus la légitimité pour le faire, puisque ce sont quand même les battus des élections législatives qui gouvernent la France. C'est, à mon sens, une des rares démocraties où ça peut arriver. Enfin, ce constat fait, aujourd'hui, on nous fait payer cette faillite. À aucun moment l'État ne se remet en cause sur un certain nombre de dépenses. Je prends juste un exemple, le Conseil économique, social et environnemental, qui est un machin inutile. J'étais 15 ans député, on recevait très régulièrement des rapports, alors on feuillette un peu quand c'est un sujet qui intéresse, et ça s'entasse sur une étagère. Et on pourrait prendre la même problématique auprès des conseils régionaux, où il y a également des conseils de ce type. Donc, on ne fait aucun effort, mais à côté de cela, on rejette un certain nombre de missions régaliennes sur les collectivités locales. On a parlé de la santé. Moi, c'est pas le préfet, la sous-préfète ou je ne sais qui, ou les gens de l'ARS d'ailleurs, qui sont totalement invisibles, qui sont guirlandais quand un Choletais ne trouve pas de médecin traitant. C'est le maire. Et résultat, c'est que la collectivité est obligée d'engager des centaines de milliers d'euros pour faire en sorte de trouver des solutions à ces questions de santé. Un exemple. Autre exemple de mission régalienne, celle de la sécurité, où nous n'avons pas assez de forces de police. On a été obligé, il y a déjà presque 30 ans, de créer une police municipale, certes, mais c'est là aussi un sujet qu'il faut complètement dépoussiérer. Vous embauchez comme policier municipal un garçon qui a été 5 ans dans la gendarmerie. Autant dire qu'il a quand même la connaissance de ce métier. Eh bien, pendant des mois, il n'aura pas le droit d'être armé. Il sera obligé de circuler en civil avec ses collègues parce qu'il faut qu'il fasse des formations CNFPT où d'ailleurs, j'en ai les preuves, on lui apprend par exemple comment faire une lettre de grève. Ah oui. Voilà ce qu'on apprend au CNFPT dans notre pays aujourd'hui. C'est intéressant, ça peut édifier les fonctionnaires, mais tout de même. Donc, pendant des mois, voilà quelqu'un qui ne sera pas utile en réalité sur le terrain et qui sera même en danger parce que moi, j'avoue que mes policiers municipaux qui circulent non armés, ça m'inquiète toujours. Pour cette raison, d'ailleurs, ils sont armés. Donc, on a aujourd'hui des missions qui sont en fait rejetées vers les collectivités, un État qui est de plus en plus pesant, et effectivement, les normes, on parlait
Moi, mes services, ils vont passer des journées entières, effectivement, à faire un rapport sur les relations de femmes, alors on calcule, etc. Enfin, attendez, j'ai eu pendant des années un directeur général dans mes services, j'ai désormais une directrice générale parce que c'était la meilleure pour occuper le poste qui était libéré. Je veux dire, je suis pas en train de regarder s'il faut tant d'hommes ou tant de femmes. Alors, on va délibérer, on va prendre une décision, etc. Enfin, on est écrasé par ces normes et surtout, on est écrasé par le poids de cet État qui, en plus, nous a quand même coupé une bonne partie de nos recettes et, en fait, contrôle ce que nous décidons de recettes. Il nous reste la taxe foncière pour les collectivités territoriales, que sont les communes, voire les intercommunalités, mais on a quand même perdu beaucoup et surtout, on a coupé toute une partie de la population de la participation à l'effort public. Moi, j'ai fait voter, alors une délibération qui sera illégale devant la préfecture, j'en ai conscience, mais une participation de principe d'accès au service public. C'est-à-dire que la décision, c'est de faire payer 100 € par ménage, avec une exonération pour ceux qui payent la taxe foncière, parce qu'on ne va pas les retaxer encore en plus. Et donc, en réalité, ça vise les ménages locataires qui, aujourd'hui, à part les ordures ménagères, ne participent pas du tout à l'effort public. Donc, c'est une contribution de principe de 100 € par an, c'est quand même raisonnable. Mais bon, je ne fais pas d'illusions sur la suite juridique de ces décisions, mais c'était pour marquer les conséquences de la disparition brutale de la taxe d'habitation, qui est un vrai sujet aussi. Il fallait sans doute la réformer, il fallait sans doute peut-être la diminuer pour un certain nombre de ménages, mais que tout le monde participe à l'effort local, surtout quand on demande de plus en plus. Je vais prendre un dernier exemple financier. Au niveau de notre intercommunauté, on a beaucoup de compétences qui ont été transférées, c'est bien. Et donc, pour assurer le fonctionnement, mais aussi des investissements à venir qui sont du travail pour les entreprises, on l'espère à l'issue des appels d'offres des entreprises locales, mais en tout cas, c'est de l'investissement, c'est important. Et notre fonctionnement pour assurer le service public mis à disposition de nos 107 000 habitants, on a décidé, un peu avec regret, de créer une taxe foncière sur l'agglomération. On pensait commencer 1%, 2%. Sauf qu'avec ce qui nous tombe sur la tête avec l'édition de l'État, on est obligé de mettre 5% de taxe foncière intercommunale, sachant qu'il y a 4% sur ces 5 qui vont partir à l'État. Parce qu'en réalité, l'État va faire payer aux contribuables locaux, par l'intermédiaire des collectivités, tout ce dont il a besoin, tout en lui restant un petit peu en retrait. Vous prenez les droits de mutation qui vont être un vrai problème dans le cadre de l'acquisition de logements. On va autoriser les départements pour compenser ce qu'ils n'ont plus et les difficultés financières qu'ils ont. On va les autoriser à augmenter les droits de mutation. Vous allez acheter une maison, ce sera 1 200, 1 500 € de plus. Et c'est encore le contribuable qui paye. Et c'est d'ailleurs toujours le même, c'est-à-dire celui qui accède, qui est déjà propriétaire. Donc, il y a un moment, il y a aussi des grandes injustices qui se développent et on peut comprendre qu'il y ait des révoltes un peu partout dans beaucoup de secteurs aujourd'hui. Et je le redis, dans le cadre d'un gouvernement, la légalité c'est une chose, la légitimité c'est autre chose. Et là, j'ai une vraie interrogation démocratique. Alors l'enjeu évidemment des municipales est d'autant plus grand face à tous ces constats justement de difficultés et d'injustice au quotidien pour nos élus locaux. Julien Sanchez, vous avez été nommé donc directeur de campagne des élections municipales dans le Conseil national élargi du Rassemblement national. Elles approchent à grands pas. Dans seulement 1 an et demi, les Français iront voter pour élire leur maire. Quelle est votre feuille de route aujourd'hui pour cette préparation 2026 et puis vos objectifs surtout? Alors la feuille de route, déjà, on commence tôt. J'ai envie de dire, on n'a jamais commencé des élections municipales au niveau national aussitôt, et donc tant mieux, parce que en ayant été maire, je sais justement que c'est du travail et aussi que il faut soigner la qualité plutôt que la quantité, parce que je pense que nous allons gagner des villes, plus évidemment que la dernière fois. Le meilleur indicateur, c'est qu'il y avait une élection municipale partielle ce week-end à Rognac, et notre candidat qui n'était pas élu municipal et on n'avait pas fait de liste depuis plus de 20 ans dans cette ville des Bouches-du-Rhône. Notre candidat a fait 33% au premier tour. Ah oui. La maire sortante est arrivée 3e avec 17%. Donc il y a de plus en plus un réflexe qui est un réflexe aussi de vote selon les idées, dans une certaine taille de commune évidemment, hein, c'est pas le cas dans les villages de 2000, 3000 habitants, mais c'est le cas maintenant dans les villes moyennes, et comme Rognac. Et je crois que ce phénomène de Rognac, on va l'avoir un peu partout sur le territoire, avec des surprises, avec des candidats du Rassemblement national qui vont arriver en tête ou deuxième, dans des villes où le maire sortant par exemple ne se représente pas, dans les villes où le maire sortant est en fin de carrière.
Et donc, je crois que le Rassemblement national va faire fort à ces élections municipales. Donc, mon rôle, quel est-il ? Mon rôle, c'est de commencer à investir les candidats. On va commencer dès le mois de décembre. Les candidats à la candidature peuvent déposer dès maintenant leur candidature sur une plateforme que nous avons créée pour cela. Et donc, dès le mois de décembre, on va commencer à investir nos premiers candidats et on va continuer comme ça jusqu'en janvier 2026. Nous avons déjà un grand nombre de personnes qui ont candidaté à la candidature là, en quelques jours. Et donc, évidemment, on va investir dans un premier temps les candidatures évidentes et ensuite, on va auditionner les candidats parce que je pense que pour avoir été maire, c'est une fonction qui est très prenante. C'est 7 jours sur 7, c'est 24 heures sur 24, il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand. C'est pas Gilles Bourdoulex qui me contredira, parce que je crois que c'est un maire particulièrement volontariste et qui n'a pas peur d'aller au contact, donc ça nous fait un point commun. Et je crois que voilà, aujourd'hui, les élus locaux, ils sont appréciés, et je crois que le message que je donne moi à tous nos candidats à la candidature, c'est que c'est une fonction qui se fait avec le cœur, parce qu'on aime les gens, parce qu'on aime sa ville, on a envie de voilà, que les gens aillent bien, que leur quotidien se passe bien, et donc il faut mouiller le maillot 7 sur 7, 24 heures sur 24. Donc si on n'est pas prêt à ça, il ne faut pas être candidat à la fonction de maire. Voilà, je crois que c'est la première chose, c'est toujours faire prendre conscience aux gens de ce qu'est la fonction de maire. C'est pas un rôle de Miss France, hein, on se balade pas pour faire de la représentation, on se balade pour travailler, pour aller voir les gens, savoir ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans leur vie, et puis avoir des projets, aussi une vision pour sa ville, quoi. Oui, c'est pas qu'une écharpe tricolore qu'on brandit une fois par an. Alors Gilles Bourdoulex, justement, est-ce que vous serez candidat à la mairie de Cholet en 2026 à nouveau, et sous quelle étiquette ? Alors, je ne répondrai pas à la première question parce que, en toute honnêteté, je n'ai pris aucune décision. Vous avez indiqué tout à l'heure que j'avais une certaine ancienneté. Effectivement, au mois de juin prochain, ça fera 30 ans que je suis maire de Cholet. Alors certes, j'ai été élu plutôt jeune, donc je suis pas non plus à l'âge tout à fait où on peut prendre sa retraite. Donc, faire un autre mandat n'aura rien de choquant par rapport à la moyenne d'âge. Je serai même encore plus jeune que le Premier ministre actuel quand je terminerai le mandat suivant. C'est pour vous dire que je reste encore prêt à être en activité. Donc, premier point, je n'ai pas décidé parce qu'au-delà de la question de l'âge, il y a effectivement la durée, il y a aussi, je le disais, c'est un engagement 7 jours sur 7, c'est quand on veut vraiment s'occuper des choses, et c'est quand même très important et très prenant. Donc, ça demande forcément une réflexion, une réflexion qui n'est pas que personnelle, elle est familiale, vraiment. Sur l'autre sujet, j'ai toujours eu comme principe au municipal aucune étiquette. On a une liste qui est l'étiquette Cholet Passion. J'ai des colistiers qui vont de la droite au centre-gauche, parce que ce sont des gens qui ont envie de s'engager. J'ai même des opposants de listes de gauche qui m'ont rejoint au fil des mandats. Donc c'est une liste ça a toujours été des listes qui se construisaient autour d'un projet. Un projet que nous mettons en œuvre ensuite, parce que nous sommes attentifs à tenir notre parole, et si on doit décaler des choses, on l'explique à nos concitoyens qui en général le comprennent si on leur explique. Donc les étiquettes, j'avoue que je prends un peu de recul. On n'est pas non plus dans une grande métropole, même si à 56 000 habitants, on est déjà dans une ville significative, mais ça n'a jamais été la tradition municipale. Depuis 1965, à Cholet, il y a eu 2 maires, donc vous voyez qu'il y a une certaine stabilité. Et mon prédécesseur, qui était marqué politiquement, il a été député, secrétaire d'État, au municipal, n'avait pas non plus une étiquette très marquée. Bon, c'est un choix. Si jamais je décidais de retourner aux élections 2026, je continuerai dans le même esprit, sans étiquette. On sait ce que je pense. C'est pas une nouveauté. Les Choletessards, je me situe politiquement, mais vous savez, j'étais parallèlement candidat aux législatives et aux municipales pendant quelques années. À chaque fois, je faisais quelques points de moins en législative. Je croisais des électeurs qui me disaient, vous savez, on vote pour vous municipales, parce que vous aimez bien comme maire, vous faites plein de choses, bon. Mais législative, on a notre réflexe qui est plus politique, donc on vote pour le parti et donc pas pour vous. Voilà. Alors, à chaque fois, il y avait 5-6 points d'écart, mais ça m'empêchait pas de gagner aux 2. Mais en tout cas, de bien marquer la différence qu'il y a entre l'engagement plus politique d'une législative, par exemple, d'une élection européenne pour les députés européens, par rapport à des élections locales comme les municipales.
Vous avez soulevé un point important, c'est effectivement l'ancrage local. On voit que ça compte énormément pour vos administrés, pour les habitants des villes. Julien Sanchez, comme pour les législatives dont on parlait à l'instant, on imagine que le Rassemblement national partira sur un accord de partage peut-être des villes, des villages avec vos alliés de l'UDR maintenant, dirigés par Éric Ciotti. Est-ce que c'est le cas ? Alors sur les élections municipales, c'est quand même une élection particulière. Ça a été rappelé par Gilles Bourdelex. Je crois que c'est des élections où, selon la taille des communes, ça n'est pas une élection politisée. C'est une élection parfois avec des listes d'intérêt local. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Donc on soutiendra aussi bien sûr parfois selon la taille de la commune des listes d'intérêt local qui ne seront pas forcément estampillées avec une étiquette politique. Par contre, dans les villes moyennes et les grandes villes, il est logique qu'il faut évidemment l'étiquette, parce qu'il faut que les électeurs puissent se repérer. Dans une ville de plus de 100 000 habitants, par exemple, il est important que l'électeur, sur le bulletin de vote, parce que tout le monde ne s'intéresse pas à la politique toute l'année. Oui, il y en a qui s'intéressent à la politique juste en allant dans l'isoloir et qui, le reste du temps, ne savent même pas qui sont les personnes, qui sont les candidats et qui votent simplement pour leurs idées. Oui, il faut qu'ils puissent repérer la flamme le jour J dans des grandes villes, quoi. Donc c'est important à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est des alliances, on est à l'écoute, évidemment, de ceux qui veulent travailler avec nous. Et nous travaillerons, bien sûr, avec Éric Ciotti. On continuera à le faire et nous sommes, bien sûr, à son écoute. Jordan Bardella est en contact régulier avec lui. Ils étaient encore ensemble, d'ailleurs, à Nice ce week-end. Donc, il n'y a pas de difficulté là-dessus. On est à l'écoute. Nous, ce qu'on veut, c'est des candidats implantés, tout simplement. Donc, si Éric Ciotti a des candidats dans certaines villes qui sont implantés, qui sont connus, qui ont envie d'aller au combat, évidemment, on reste à son écoute. Et voilà, c'est une élection vraiment locale, l'élection municipale, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, nous n'excluons rien par principe. Et vous savez, il y a 36 000 communes, donc on n'a pas des candidats dans 36 000 communes, donc on est à l'écoute de chacun. Et ce qu'on veut, voilà, c'est des gens honnêtes qui ont envie de s'investir et qui n'aient pas peur du travail. Oui. Alors Gilles Bourdelex, un mot quand même sur une crise assez profonde que traverse votre ville de Cholet. J'aimerais qu'on puisse parler de la fermeture de l'entreprise Michelin qui est prévue donc pour 2026 et qui s'accompagne évidemment du licenciement d'un millier de salariés. Donc on comprend bien que derrière l'idée d'une industrie en danger, il y a aussi toute une économie et tout le secteur de l'emploi qui est mis à mal. Qu'est-ce qui se passe à Cholet ? Alors effectivement, on a un site Michelin depuis maintenant 54 ans, qui est un site très symbolique parce qu'il s'est installé à l'époque où toute l'industrie traditionnelle choletaise se délocalisait avec beaucoup de licenciements, c'est-à-dire le textile, le cuir à la chaussure, et ça a été le signal d'une réindustrialisation. Et ce site est monté jusqu'à 2000 salariés, c'est descendu, et on est à peu près à 950 actuellement, et malheureusement, la décision a été prise de fermer ce site. Michelin essaie de faire passer cela pour un accident industriel lié à la concurrence internationale, notamment les pneus qui viennent d'Asie et en particulier de Chine. C'est un mensonge. J'ai qualifié ça d'assassinat industriel. Et quand je dis assassinat, c'est dans le sens du meurtre prémédité au plan juridique. C'est-à-dire que depuis des années, Michelin a décidé de fermer un certain nombre de sites. Ça a été près de chez nous, en Vendée, La Roche-sur-Yon, il y a 5 ans. C'est aujourd'hui Vannes et Cholet. Parce que à Cholet, outre de la gomme qui était fabriquée pour les autres usines, la spécialité, c'était les pneus de véhicules 4x4 et camionnettes. Or, Michelin a fabriqué sa propre concurrence, en Pologne notamment, donc à un coût moins cher, en déplaçant depuis quelques années certaines machines de Cholet vers l'usine polonaise. Et à un moment donné, il constate qu'évidemment, c'est moins cher à fabriquer en Pologne qu'à Cholet en France. Donc, on ferme le site français de Cholet sans autre préparation. C'est d'une brutalité terrible. Et c'est 950 salariés qui sont sur le carreau. C'est 40 hectares de sites qu'il va falloir réindustrialiser. C'est le constat aussi d'une absence de politique industrielle depuis des années, pas seulement 7 ans. Ça date de M. Hollande et en particulier quand M. Macron était ministre de l'économie. Je pourrais rappeler les entreprises qu'il a vendues à l'étranger. Il n'y a pas de politique industrielle. On a reçu l'autre jour pour une visite dans le minimum syndical du ministre de l'Industrie. J'avais un peu le sentiment que c'était fort sympathique, mais si vous voulez, voilà, il était député des Français de Suisse et du Liechtenstein, donc je ne pense pas que la cause ouvrière ou la cause de celles et ceux qui travaillent au quotidien sur le terrain soit vraiment sa préoccupation. Donc, on attend le strict minimum de l'État, Michelin également, donc on va se battre.
On a la chance d'être sur un territoire ici dans le Chautet qui est à peu près à 4,6% de chômage. C'est-à-dire qu'on est en plein emploi. Mais la problématique, c'est qu'on a sans doute des emplois disponibles, mais il y a aussi un niveau de salaire, prime, comité d'entreprise chez Michelin, qui n'est pas comparable avec ce qui pourrait être offert demain aux salariés qui sont licenciés. Il y a parfois des couples. J'entendais l'autre jour sur une chaîne de télévision un couple qui était interviewé. Les deux, 50, 55 ans, ils travaillent chez Michelin. Ils sont tous les deux licenciés. Donc, on a vraiment un gros problème social. Donc, on va s'y atteler. La collectivité, avec les moyens qu'elle a et les pouvoirs qu'elle a, va par exemple organiser un forum de l'emploi. On en fait un chaque année, mais là, il sera spécifique aux salariés de Michelin en début d'année. Ben voilà, on va essayer de trouver des initiatives. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on retrouve le plus d'emplois possible pour les salariés qui sont licenciés, dans un rayon géographique assez proche, parce que d'autres ont des conjoints qui travaillent dans d'autres sociétés, dans d'autres entreprises, dans des administrations, ils peuvent difficilement partir, ils ont acheté une maison, etc. Bah bon. Et puis qu'on travaille à la réindustrialisation du site, qui est un autre enjeu, avec de toute façon le regret de voir une entreprise emblématique qui va quitter notre territoire, et encore une fois dans des conditions qui sont tout à fait scandaleuses. Julien Sanchez, il nous reste 3 minutes. J'aurais voulu qu'on dise un dernier mot de vos nouvelles fonctions, donc évidemment de député européen désormais. Vous étiez mobilisé ces derniers jours sur le vote du budget 2025, mais pas de la France, de l'Union européenne. Et vous expliquez que l'argent public y est géré n'importe comment. Oui, et ça va rendre fou Gilles Bourdoulex, je pense, parce que quand on a été maire et qu'on regarde au centime près les factures, qu'on fait attention à tout, c'est vrai que quand vous arrivez à l'Union européenne et que vous regardez en fait que vous dites que des millions, pour eux, ça vaut rien. Et quand je vois des avenants à des marchés de travaux, des avenants de 100%, ce qui est totalement interdit dans les collectivités locales, et pour eux, c'est rien. Bah oui, ils vous justifient ça, ils vous disent, bah oui, bah écoutez, c'est comme ça, on n'avait pas prévu de faire ça, puis finalement, on le fait. Enfin, les justifications sont délirantes. Il y a sur tous les fonds, en fait, vous regardez les rapports de la Cour européenne des comptes, vous êtes scandalisés sur tout. Exemple, le Fonds pour l'Afrique, qui est un fonds d'aide à l'Afrique, donc on n'est pas contre en principe, on est pour le co-développement. En revanche, quand vous regardez les dépenses et le rapport de la Cour européenne des comptes, ils ont trouvé le moyen d'acheter des mixeurs qu'ils ont distribués dans des écoles qui n'ont pas accès à l'électricité. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Et puis, ça dérange personne, quoi. C'est c'est une erreur, c'est rien. Et puis, il y a beaucoup d'erreurs comme ça, en fait. Oui. Et surtout, sur tous les dossiers. Et donc, je suis scandalisé de voir ça, parce que en fait, ils ont de l'argent, ils savent pas comment le dépenser, ils dépensent, ils regardent pas, ils contrôlent pas, et en fait, ils attendent peut-être que la Cour des comptes européenne le fasse après coup en disant là, il y a quand même des problèmes, et en fait, on en est à un taux d'erreur dans les dépenses de 5,6%. 5,6%, je sais pas si on se rend compte. Des millions que ça représente, ouais. Mais moi, ma comptable m'aurait fait un taux d'erreur de 5,6% en mairie, mais je l'aurais changé de service. Voilà, donc c'est pas possible. Il n'y a pas de contrôle de la dépense publique, et je rappelle que la France est un des rares pays contributeurs nets au budget de l'Union européenne. Donc avec ma collègue Virginie Joron, on est 2 membres du groupe des Patriotes pour l'Europe en commission contrôle budgétaire, et on va fouiner dans tous les dossiers, on va relever justement ces scandales, et le but c'est de faire honte à ceux qui font ça, pour que peut-être ils contrôlent un peu plus ce qu'ils font, parce que c'est quand même de l'argent public, et je pense que les Français qui sont à découvert le 10 du mois ou qui sont à l'euro près, quand ils voient toutes ces histoires comme les mixeurs dans les écoles sans électricité et tout ça, ça a un coût quand même pour le contribuable, et c'est un scandale. Oui, on comprend évidemment tout le gaspillage qu'il y a. Un dernier mot juste sur ce sujet. Le budget, il a été adopté ou il est en cours encore de discussion ? Alors, il y a eu un comité de conciliation. Si vous voulez, je suis arrivé à 9h30 du matin, et on est parti à 3h30 du matin le lendemain sans être prévenu. C'était très sympathique. Donc j'ai passé la nuit avec Fabienne Keller, avec le mari d'Anne Hidalgo, avec des gens très sympathiques, très agréables avec nous, comme vous vous en doutez. Mais en tout cas, voilà, j'ai été le seul à voter contre dans ce comité de conciliation, parce que ils sont irresponsables. Ils vont donc emprunter sur les marchés financiers. Ils augmentent la dette de l'Union européenne, et tout ça en souriant, quoi. C'est normal. Oui, mais bon, voilà, il faut plus d'Europe. Bah oui, ok. Il faut l'élargissement aussi aux pays des Balkans, qui ne seront pas contributeurs nets au budget de l'Union européenne. Donc c'est encore nous qui allons casquer, qui allons payer encore davantage. Ça, personne ne le dit. Mais voilà. Donc sachez que le Rassemblement national au niveau de l'Union européenne
européenne, avec nos alliés, nos nombreux alliés des Patriotes pour l'Europe. Nous défendons l'intérêt des contribuables européens, mais on est bien seul quand même. C'est des sujets d'importance, en tout cas, Julien Sanchez, qu'on continuera de suivre, j'espère, avec vous. Avec plaisir. Vous êtes donc évidemment député européen, Rassemblement National et ancien maire de Beaucaire. Et Gilles Bourdourlex, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous êtes maire de Cholet. À très bientôt et bon courage dans votre commune, notamment avec cette entreprise Michelin.